Il y a des histoires qui ne devraient jamais être racontées. Il y a des secrets qui rongent de l'intérieur, qui empoisonnent le sang d'une famille, génération après génération. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des narcotrafiquants, ni des politiciens corrompus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un péché silencieux. Un pacte chuchoté dans l'obscurité de Jalisco, il y a plus d'un siècle. Un héritage maudit qui se paie avec l'âme. Je m'appelle Matteo Del Valle, et vous êtes sur Realidad Prohibida. Voici l'histoire de la dynastie de la Cruz, la plus puissante et la plus interdite de Jalisco. Une famille qui, depuis 4 générations, commet le même péché, exactement le même, un péché terrible. Ce que vous allez entendre est troublant. C'est réel. Et je vous assure que cela vous empêchera de dormir. Si vous avez le courage de regarder l'abîme en face, de comprendre comment le mal se déguise en tradition, alors restez. Abonnez-vous. Car ce sont là les histoires que le pouvoir veut enterrer. Celles qui prouvent que la véritable horreur ne crie pas toujours. Parfois, elle sourit simplement et vous souhaite la bienvenue chez vous. Tout a commencé avec un dossier mort, dans le sous-sol poussiéreux du registre civil de Guadalajara. Un jeune historien nommé Daniel Avila y a été envoyé en 2022. Sa tâche consistait à numériser les actes de naissance du siècle dernier. Un travail monotone. Des milliers de noms, des milliers de vies réduites à de l'encre et du papier friable. Daniel passait ses journées dans un silence presque sépulcral. Le seul bruit était le bourdonnement d'une lampe fluorescente et le craquement des vieilles pages. Ça sentait la poussière, le temps arrêté, l'oubli. Un après-midi, il trouva une boîte en bois sans étiquette. Elle ne figurait pas dans les registres. La curiosité l'emporta sur le règlement. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des dossiers contenant les actes de naissance d'une seule famille, les De la Cruz, de 1920 à aujourd'hui. Mais quelque chose était étrange. À chaque génération, l'acte du 4e enfant était différent. Le nom était écrit, puis barré d'un seul trait épais à l'encre noire. À côté, un mot écrit à la main. Remis. Daniel sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas un terme juridique. Ce n'était pas une correction. C'était un jugement. Le premier nom rayé datait de 1928. Lázaro de la Cruz. Le deuxième, de 1954. Sofía de la Cruz. Le troisième, de 1981. Miguel de la Cruz. Le quatrième, de 2005. Elena de la Cruz. 4 générations. 4 enfants livrés. Daniel vérifia les actes de décès. Ils n'existaient pas. Il vérifia les recensements. Il disparaissait tout simplement après l'âge de 5 ans, comme s'il n'était jamais né. L'historien en lui s'éveilla. Mais une voix plus profonde, plus humaine, lui murmura qu'il était face à quelque chose de sombre. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le mot « livré » résonnait dans sa tête. Livré à qui? À quoi? Il se promit de le découvrir. Il ne savait pas que cette promesse serait son propre arrêt de mort. Daniel commença à enquêter sur la famille de la Cruz. Ils étaient une légende dans les Hauts de Jalisco. Propriétaires terriens, éleveurs. Une dynastie qui avait survécu à la Révolution, à la guerre des Cristeros, aux crises économiques. Ils s'en sortaient toujours plus forts, toujours plus riches. Ils étaient respectés, craints. Les gens parlaient d'eux à voix basse. Ils disaient qu'ils avaient conclu un pacte avec la terre. Daniel écarta les rumeurs. Il cherchait des faits, des données. Il passa des semaines dans les bibliothèques et les hémérothèques. L'histoire publique des De la Cruz était irréprochable. Philanthrope, catholique fervent,
pilier de la communauté. Mais il n'y avait aucune trace des enfants rayés, aucune photo, aucune mention dans les chroniques sociales. Ils étaient des fantômes. Daniel décida qu'il devait remonter à la source, au village natal des De la Cruz, un endroit appelé Silencio, un nom ironique, ou peut-être trop honnête. Il prit sa voiture et roula vers les hauteurs. Le paysage devenait plus aride, plus solitaire. Le ciel bleu pesait sur la terre craquelée. Il arriva à Silencio au coucher du soleil. Le village ressemblait à une vieille carte postale. Une église en pierre de taille. Un kiosque au centre de la place. Des maisons en adobe avec des toits de tuiles rouges. Et un silence qui n'était pas paisible. C'était de la tension. Daniel descendit dans la seule auberge du village. La propriétaire, une vieille femme au regard fuyant, lui demanda ce qu'un jeune homme de la ville venait faire là. « Je fais des recherches sur l'histoire de la région », mentit Daniel. La femme acquiesça lentement. « Il n'y a pas beaucoup d'histoire ici, » dit-elle. « Seulement le présent, et le présent appartient aux De la Cruz. » Ce fut le premier avertissement. Le lendemain, Daniel se promena dans le village. Les gens l'observaient depuis leurs fenêtres. Avec curiosité, avec méfiance. Quand il essayait de parler à quelqu'un des De la Cruz, les conversations s'arrêtaient brusquement. Ce sont des gens bien. Ils donnent beaucoup de travail. Il n'y a rien à dire. Les réponses formaient un mur. Daniel ressentit la frustration comme un nœud dans l'estomac. Tout le village était complice de quelque chose, d'un secret que tout le monde gardait. Il décida d'aller directement à la source, la Hacienda De la Cruz. Elle se trouvait à la périphérie du village. Un immense complexe, entouré d'un mur de pierre si haut qu'il ressemblait à une forteresse. À l'entrée, un portail en fer forgé avec les initiales DLC. 2 hommes armés le gardaient. Daniel s'approcha. « Je voudrais parler à Monsieur De la Cruz. Je suis historien. » L'un des gardes ne le regarda même pas. « Le patron ne reçoit personne sans rendez-vous. »« C'est au sujet de l'histoire de votre famille ?»« L'histoire de la famille reste dans la famille. » L'interrompit l'autre homme. Sa main reposait sur son pistolet. Le message était clair. Daniel se retira. Il ressentit un mélange de colère et de peur. Ce mur ne protégeait pas seulement une propriété. Il protégeait un secret. Il retourna au village. Il s'assit sur un banc de la place, à l'ombre d'un frêne. Il se sentait vaincu. Le soleil commençait à décliner. Un enfant s'approcha de lui. Il devait avoir environ 10 ans. Il vendait des bonbons dans un panier. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda l'enfant. « Non, je viens de Guadalajara », répondit Daniel, reconnaissant que quelqu'un lui adresse la parole. « Que cherchez-vous à Silencio ?» Daniel hésita. Il regarda les yeux curieux de l'enfant. « Je cherche de vieilles histoires. » L'enfant sourit. « Ma grand-mère en raconte beaucoup. Mais elle dit qu'il vaut mieux ne pas réveiller certaines histoires. » Daniel ressentit une lueur d'espoir. « Où habite ta grand-mère » L'enfant désigna une petite maison au bout d'une rue non pavée. « Mais ne lui parle pas des De la Cruz. Les gens d'ici n'aiment pas ça. » L'enfant s'éloigna en courant. Daniel resta pensif. Il décida de prendre le risque. Il attendit la tombée de la nuit et se dirigea vers la maison. Il frappa à la porte en bois. Une femme âgée, voûtée et au visage ridé, ouvrit un interstice. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Bonsoir. Votre petit-fils m'a dit que vous connaissiez beaucoup d'histoires. » La femme l'observa de ses petits yeux brillants.
Entrez, dit-elle finalement en ouvrant complètement la porte. La maison était modeste. Elle sentait les herbes et le bois brûlé. Ils s'assirent sans dans la cuisine. La vieille femme lui servit un thé à la camomille. « Vous ne cherchez pas n'importe quelle histoire, dit-elle. Vous cherchez le péché. » Daniel se figea. La femme sourit, un sourire édenté. « J'ai vécu 90 ans dans ce village. J'ai vu 3 livraisons. Je sais ce que vous cherchez. » Le cœur de Daniel battait fort. « Qu'est-ce que la livraison ?» demanda-t-il dans un murmure. La vieille femme soupira. Le son était comme celui de feuilles sèches, emportées par le vent. « C'est le pacte, la dette. Il y a 100 ans, les de la Cruz n'étaient personne. Ils mouraient de faim. La terre ne donnait rien, jusqu'à ce que le vieux Emiliano de la Cruz passe un accord. Un accord avec qui? Avec la terre, ou avec ce qui vit sous elle. Personne ne le sait avec certitude. Il a demandé la prospérité, la richesse, et la terre le lui a donné. Mais elle a demandé quelque chose en échange. Qu'a-t-elle demandé? Une âme, une de son sang. À chaque génération, le 4e enfant, pas pour le tuer, quelque chose de pire. La vieille femme se pencha en avant. Sa voix devint un murmure à peine audible. Ils le livrent au silence. Ils lui enlèvent son nom, son histoire, sa volonté. Ils le transforment en une coquille vide, un serviteur sans mémoire qui travaille la terre jusqu'à ce que son corps abandonne. C'est le sacrifice vivant qui nourrit la prospérité de la famille. Daniel eut un haut le cœur. La pièce semblait tourner. Ils lui enlèvent son âme, continua la vieille femme. Ils le font lors d'un rituel. Quand l'enfant atteint l'âge de 5 ans, ils l'emmènent dans un champ sacré au cœur du domaine. Et là, ils lui chantent la chanson de l'oubli. La chanson de l'oubli? Une mélodie ancienne. On dit qu'elle efface tout ce que vous êtes. Elle vous laisse vide, prêt à servir. Le corps est toujours vivant, mais la personne n'est plus là. C'était monstrueux, c'était inconcevable. Et personne ne fait rien. La police? Demanda Daniel d'une voix tremblante. La vieille femme éclata d'un rire amer. La police? La police est à la solde des de la Cruz. Le gouvernement aussi. Ici, la seule loi est la leur. Tout le monde le sait, et tout le monde se tait, parce que la hacienda fournit du travail. Elle fournit de la nourriture. La prospérité des de la Cruz est la prospérité de Silencio, et elle est construite sur l'âme de ses enfants. Daniel se leva. Il avait besoin d'air. « Où est la dernière enfant, Elena ?» demanda-t-il. « Elle doit avoir près de 20 ans. Elle travaille sûrement dans les champs d'agave. Sans nom, sans souvenir, le regard perdu, comme les autres avant elle. » Il sortit de la maison et vomit dans la rue en terre battue. Le goût amer du thé se mêlait au goût métallique de l'horreur. Il regarda la lune, et il comprit qu'il était au cœur d'une obscurité très, très ancienne. Il ne dormit pas cette nuit-là. Les paroles de la vieille femme étaient comme des vers dans son cerveau. Le rituel, la chanson de l'oubli, un enfant de 5 ans. Il imagina la scène, la confusion dans les yeux du petit, la solennité macabre de la famille. Le son de cette mélodie lui arrachant l'âme. L'horreur n'était pas la mort. C'était l'anéantissement de l'identité. Être transformé en une chose, un objet qui respire. Le lendemain matin, Daniel prit une décision. Il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas savoir cela et simplement retourner à sa vie. Il devait faire quelque chose.
Il devait trouver des preuves. Il savait que c'était dangereux. La vieille femme l'avait prévenu. Si les de la Cruz apprennent que vous savez, vous ne sortirez pas vivant de Silencio. Mais l'image d'Elena, la petite fille livrée en 2005, le hantait. Il décida de retourner à la hacienda. Cette fois-ci, pas par la porte principale. Il étudia le périmètre à distance. Le mur était imprenable. Mais à l'arrière, près d'un ruisseau asséché, le mur était plus bas. Il attendit à la faveur de la nuit. La lune était un éclat d'argent dans le ciel noir. L'air était froid. Il escalada le mur. Il sentit le contact rugueux de la pierre contre ses mains. Il tomba de l'autre côté, sur l'herbe humide. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il était à l'intérieur. Le domaine était un monde en soi. La maison principale, éclairée, ressemblait à un palais. Au loin, les étables, les granges. Et plus loin encore, à perte de vue, les champs d'agaves bleues. Daniel se déplaçait dans l'ombre. Comme un voleur. Il cherchait quelque chose. N'importe quoi. Une preuve. Il s'approcha d'un groupe de petites baraques. C'est là que vivaient les ouvriers. Les lumières étaient éteintes. Silence total. Il regarda par l'une des fenêtres sales. À l'intérieur, sur un lit de camp, un homme dormait. Dans une autre, une famille. Puis, dans la dernière baraque, il la vit. Une jeune fille. Elle était assise par terre, dos à la fenêtre. Elle peignait les cheveux d'une poupée de chiffon, avec une lenteur infinie. Ses cheveux étaient longs et foncés. Sa robe, simple et usée. Daniel retint son souffle. La jeune fille se retourna lentement. Et il vit son visage. C'était un beau visage, mais vide. Ses yeux, grands et sombres, ne regardaient rien. Ils étaient fixés sur un point invisible dans l'espace. Il n'y avait ni tristesse. Il n'y avait ni joie. Il n'y avait rien, seulement un vide insondable. C'était d'Elena, il en était sûr. La voir fut comme recevoir un coup dans l'estomac. C'était réel. L'histoire de la vieille femme était réelle. La jeune fille laissa la poupée et se recroquevilla dans un coin. Elle serra ses genoux contre elle et resta immobile, comme une statue de sel. Daniel ressentit une vague d'impuissance si écrasante qu'il faillit crier. Il voulait briser la vitre, entrer, la sortir de là. Mais pour l'emmener où? Et que lui dirait-il? « Tu te souviens qui tu es ?» Elle ne s'en souviendrait pas. On lui avait volé son passé. On lui avait volé son identité. Il resta là, à regarder, pendant ce qui lui sembla une éternité, sentant le froid de la nuit, sentant le froid de cette âme vide. Finalement, il se força à bouger. Il devait partir. Le cœur brisé, mais avec une nouvelle détermination. Il n'était plus un historien à la recherche d'une histoire. Il était un homme qui avait vu le visage du mal. Et maintenant, il devait le dénoncer. Il retourna à Guadalajara le lendemain. Son esprit était en ébullition. Elena, ses yeux vides. La chanson de l'oubli. Le mot livré. Tout cela formait un puzzle macabre. Il lui fallait plus que le témoignage d'une vieille femme et une vision à travers une fenêtre. Il avait besoin de toute l'histoire. L'origine du pacte. Il retourna aux archives, à la boîte en bois. Il examina à nouveau les documents. Derrière l'acte de naissance de Lazaro, le premier enfant livré en 1928, il trouva quelque chose. Un petit morceau de papier plié. On aurait dit une page arrachée d'un journal intime. L'écriture était féminine, élégante. 12 mai 1928. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Emiliano a dit que c'était la seule solution. La terre réclamait son dû.
J'ai vu emmener mon Lazaro. Mon petit garçon de 5 ans. Il n'a pas pleuré. Il m'a seulement regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu sa lumière s'éteindre. Emiliano dit que c'est un sacrifice pour nous, pour nos autres enfants. Mais je crois que nous avons vendu notre âme. Cette prospérité dont nous jouissons aujourd'hui a le goût de cendre. Elle sent l'enfance volée à mon fils. Que Dieu me pardonne, ou qu'il me condamne, cela n'a plus d'importance. La signature était à peine lisible. Isabelle de la Cruz, l'épouse d'Emiliano, l'arrière-grand-mère de la dynastie. Daniel sentit qu'il tenait entre ses mains la confession originale, l'épicentre de l'horreur. La douleur d'une mère, la justification d'un père, un sacrifice pour nous. C'est ainsi que naquit la monstruosité, déguisée en nécessité, en survie. Daniel photocopia la note du journal. Il photocopia les actes de naissance raturés. Il avait le témoignage de la vieille femme enregistré sur son téléphone. Il avait son propre témoignage oculaire d'Elena. Il avait les pièces du puzzle. Il devait maintenant les assembler devant la seule entité qui pouvait faire quelque chose. La loi. Comme il était naïf. Sa première étape fut le bureau du procureur général de l'État de Jalisco. Il a pris rendez-vous avec un agent du ministère public. Il a attendu 3 heures dans une salle d'attente avec des chaises en plastique orange. L'air était vicié par le désespoir et la bureaucratie. Finalement, un jeune homme, avec plus de cernes que de visage, l'a appelé. Daniel Avila. Ils sont entrés dans un petit bureau encombré de dossiers. Le bureau de l'agent était une montagne de dossiers. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda l'agent, sans lever les yeux d'un document. Daniel prit une profonde inspiration. « Je viens dénoncer un crime, ou plutôt une série de crimes. Enlèvement, privation de liberté, peut-être traite d'êtres humains. » L'agent leva enfin les yeux, d'un air ennuyé. « Nom, date, lieu ?» Daniel se mit à parler. Il lui raconta tout. La famille de la Cruz, le village de Silencio, les actes de naissance, le mot « livré », l'histoire de la vieille femme, la vision d'Elena, la note dans le journal d'Isabelle de la Cruz. Il parla pendant 22 minutes, avec passion, avec urgence. Quand il eut terminé, le silence s'empara du bureau. L'agent du MP le regardait avec une expression indéchiffrable. Puis, il cligna lentement des yeux. Il bâilla. Un long bâillement, effronté. « Écoutez, jeune homme, » dit-il en s'étirant sur sa chaise. « C'est une histoire très créative, digne d'une série Netflix. » Daniel sentit le sang lui monter au visage. « Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. J'ai des preuves. » Il sortit les photocopies de son sac à dos et les posa sur le bureau. L'agent les parcourut rapidement. Des photocopies. Le témoignage d'une vieille femme dont on ne sait même pas si elle existe. Et vous dites avoir vu une fille au regard vide. Savez-vous combien de personnes ont le regard vide dans cet état ? La voix de l'agent était empreinte de cynisme. « Ce n'est rien, » poursuivit-il. « Ce ne sont que des rumeurs, des ragots de village. La chanson de l'oubli. Je vous en prie. » « Et la note dans le journal ?» insista Daniel, désespéré. « Un bout de papier vieux de 100 ans. Vous auriez pu l'écrire hier. » L'agent se cala dans son fauteuil. Le cuir synthétique craqua. La famille de la Cruz est l'une des plus respectées de Jalisco. Ce sont des philanthropes. Ils créent des milliers d'emplois. Et vous venez ici, avec ça, pour les accuser de quoi ? De pratiquer le vaudou ? Il rit. Un rire sec, creux. Daniel resta sans voix.
Il sentit le poids du système. Un mur plus haut et plus épais que celui de la hacienda. Un mur d'indifférence. « Je ne peux pas ouvrir d'enquête avec ça », dit l'agent en retournant à ses papiers. Son ton était définitif. « Si vous voulez, remplissez le formulaire F-27 pour les actes susceptibles de faire l'objet d'une enquête. Il faudra environ 6 mois pour qu'il soit examiné, si cela s'avère nécessaire. » Il lui montra une pile de formulaires dans un coin. Daniel regarda les papiers. Il regarda l'homme, et il comprit. Le système n'était pas conçu pour rechercher la justice. Il était conçu pour gérer l'horreur, pour la classer, pour l'archiver, pour lui attribuer un numéro de dossier et le laisser pourrir dans un tiroir. Il se leva. Ses mains tremblaient. Il avait un goût de rouille dans la bouche. Il quitta le bureau. Personne ne le regarda. Il n'était qu'un citoyen frustré parmi d'autres. Un autre numéro. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur froid. Il ferma les yeux. Il vit le visage d'Elena, vide. Et il sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Si le parquet ne l'aidait pas, il s'adresserait à une instance supérieure. Il se rendit à la Commission nationale des droits de l'homme. Le bâtiment était plus moderne, plus propre. Mais l'atmosphère était la même. Une bureaucratie lente et endormie. On lui attribua une conseillère, une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable et arborant un sourire étudié. Elle s'appelait Madame Morales. Daniel lui raconta à nouveau son histoire. Cette fois-ci, avec plus de soin, en insistant sur la privation de liberté, la violation des droits les plus fondamentaux. Maître Morales écoutait attentivement. Elle acquiesçait. Elle prenait des notes. Pendant un instant, Daniel ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle comprenait. Quand il eut terminé, la femme posa son stylo sur le bureau. Elle joignit les mains. « Monsieur Avila, votre récit est sans aucun doute alarmant, » commença-t-elle d'une voix mesurée. Cependant, notre commission fonctionne selon le principe de la preuve tangible. L'espoir de Daniel s'évanouit. Ce que vous présentez est, pour l'essentiel, des indices circonstanciels. Le témoignage d'une personne anonyme. Votre propre interprétation d'une scène. J'ai les actes de naissance, l'interrompit Daniel. Des actes falsifiés, oui. Mais cela pourrait être une simple erreur administrative, datant de plusieurs décennies. Ou une coutume locale consistant à marquer un enfant qui était, disons, envoyé dans un séminaire, ou chez d'autres parents. Pas nécessairement un crime. Chaque mot de l'avocate était une pelletée de terre sur un cercueil. Le cercueil de son espoir. Et la famille de la Cruz, continua-t-elle en baissant la voix. C'est une famille qui a des relations. Pour monter un dossier contre eux, il faut plus que des regards vides et des berceuses macabres. Elle regarda Daniel avec une pointe de pitié. Du moins, c'est ce qu'il voulut croire. Ma recommandation est la suivante. Retournez au village. Essayez d'obtenir une déclaration signée de la vieille femme. Essayez de prendre une photo nette de la jeune Elena. Parlez à d'autres travailleurs. Construisez un dossier solide. C'était une plaisanterie cruelle. Retourner à Silencio était un arrêt de mort. Elle le lui dit. Madame Morales, si je retourne là-bas et que je commence à poser des questions, ils vont me tuer. L'avocate soupira. Une fois de plus, cette expression d'agacement professionnel. Monsieur Avila, nous ne sommes pas une agence de police. Nous ne pouvons pas vous offrir de protection. Notre mandat est d'enquêter sur les violations des droits humains, pas de mener des opérations d'espionnage. Elle se leva. C'était le signe que la réunion était terminée. Remplissez le formulaire 12A, demande d'enquête préliminaire. Joignez vos preuves.
Nous l'examinerons. Encore une fois, le formulaire, la procédure, la machine de l'indifférence. Daniel quitta le bâtiment des droits de l'homme. Le soleil de l'après-midi lui semblait obscène, éblouissant, indifférent. Il s'assit sur un bac à fleurs. Le bruit de la ville, les voitures, les gens. Tout lui semblait lointain. Il était seul, terriblement seul, face à un monstre à deux têtes, une famille puissante et un système corrompu. Il fut tenté d'abandonner, d'oublier, de retourner à sa vie, à ses livres, à ses archives mortes. Qui était-il pour affronter cela? Un simple historien. Mais alors, le visage d'Isabelle de la Cruz, l'auteur de la note, lui revint à l'esprit. Que Dieu me pardonne, ou qu'il me condamne. Elle avait su dès le début que c'était une erreur. Son cri de douleur avait mis près de 100 ans à être entendu, et il était le seul à l'avoir entendu. Il ne pouvait pas la laisser tomber. Il ne pouvait pas laisser tomber Lazaro, Sofia, Miguel, Elena. Il décida que si les institutions n'agissaient pas, il ferait en sorte que la société le fasse. Il s'adresserait à la presse. Il contacta un journaliste d'investigation qu'il connaissait, un homme appelé Javier Nolasco, célèbre pour son courage, pour avoir dévoilé des affaires de corruption que personne d'autre n'osait aborder. Ils se sont rencontrés dans un café discret. Daniel a remis à Javier une copie de tous ses dossiers. Il lui a raconté l'histoire pour la 3e fois. Sa voix était déjà fatiguée, brisée. Javier l'écouta sans l'interrompre. Ses yeux, perçants et cyniques, ne perdaient aucun détail. Lorsque Daniel eut terminé, le journaliste resta silencieux pendant une longue minute. Il éteignit sa cigarette dans le cendrier. « C'est l'histoire la plus dingue que j'ai jamais entendue, » dit-il finalement. Daniel ressentit un immense soulagement. Quelqu'un le croyait. « Et je te crois, » ajouta Javier, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je couvre les Altos de Jalisco depuis des années. Je sais comment fonctionnent les caciques. Ça colle. D'une manière horrible, mais ça colle. Tu vas m'aider? Tu vas publier l'histoire? Demanda Daniel. Javier secoua la tête. Pas encore. Si je publie ça maintenant, avec ce que tu as, les de la Cruz te poursuivront pour diffamation et gagneront. Ils discréditeront la vieille femme, diront que la fille que tu as vue est une employée avec des problèmes mentaux. Ils te détruiront, toi et moi. Et l'affaire sera classée. Le raisonnement de Javier était imparable et dévastateur. Nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. Comme quoi? Demanda Daniel. Un test ADN. Un test qui prouve qu'Elena, ou quel que soit son nom actuel, est la fille de la famille de la Cruz. Ou une vidéo du rituel. Ou un aveu direct. Presque impossible. Comment on peut obtenir ça? Murmura Daniel. C'est là le problème, dit Javier. C'est un risque énorme. Pour toi surtout. Tu dois y retourner. Le mot résonna dans l'air vicié du café. Y retourner. Je peux te fournir une caméra cachée, un enregistreur. Je peux te mettre en contact avec une organisation internationale de défense des droits de l'homme, afin qu'ils connaissent ta position et sachent que tu es là-bas. Si tu ne te présentes pas toutes les 12 heures, ils donneront l'alerte. C'est la seule assurance que je peux t'offrir. C'était une assurance vie très précaire. Daniel y réfléchit, retourné à Silencio, dans la gueule du loup. Il regarda Javier. « Je vais le faire, » dit-il. Sa propre voix lui semblait étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus courageux ou de plus stupide. 2 semaines plus tard, Daniel était de retour à Silencio. Cette fois-ci, il ne s'enregistra pas à l'auberge.
Il loua une petite chambre dans la maison d'une famille à la périphérie, prétextant être un biologiste étudiant la flore locale. Il avait avec lui un appareil photo de la taille d'un bouton, cousu à sa chemise, et une peur qui était comme un animal vivant dans sa poitrine. Son plan était simple et suicidaire. Il allait essayer de s'approcher d'Elena, de lui parler, d'enregistrer son visage, d'enregistrer le vide de ses yeux. Pendant plusieurs jours, il observa la ferme à distance. Il apprit les routines. Les ouvriers arrivaient à l'aube et repartaient à la tombée de la nuit. Elena était toujours avec eux. Elle travaillait dans les champs d'agave sous un soleil de plomb. Elle bougeait comme un automate, sans parler à personne, sans que personne ne lui parle. Elle était invisible aux yeux des autres. Un fantôme en plein jour. Daniel décida qu'il devait entrer dans le champ. Une nuit, il s'habilla en ouvrier agricole et rejoignit un groupe de travailleurs qui se rendaient à la ferme. Personne ne lui prêta attention. Il n'était qu'un visage anonyme de plus cherchant à gagner sa vie. Il réussit à entrer. Son cœur battait si fort qu'il craignait que les autres ne l'entendent. Il chercha Elena du regard. Elle était là, dans une rangée, coupant les feuilles d'agave avec une machette. Ses mouvements étaient mécaniques, précis. Daniel s'approcha de la même rangée, à quelques mètres d'elle, s'assurant que la caméra dans sa chemise la filmait. « Bonjour », dit-il à voix basse. Elena ne réagit pas, comme si elle ne l'avait pas entendu. « Comment tu t'appelles » insista Daniel. Elle continua à travailler. Le contremaître, un homme corpulent coiffé d'un chapeau, le vit. « Hé, toi, le nouveau !»« Moins de bavardage et plus de travail !» cria-t-il. Daniel baissa la tête et commença à imiter les mouvements des autres. Mais ses yeux ne quittaient mince pas Elena. Il vit ses mains. Elles étaient couvertes de cicatrices, anciennes et récentes. Il vit son cou. Elle avait une petite tache de naissance, en forme d'étoile, un détail humain au milieu de ce vide. À midi, ils s'arrêtèrent pour manger. Les ouvriers s'assirent en groupe, à l'ombre des arbres. Elena s'assit seule, dans un coin. Elle sortit un morceau de pain d'un sac et commença à le manger, avec la même lenteur mécanique. Daniel prit son courage à deux mains. Il s'approcha et s'assit en face d'elle. « Je peux m'asseoir ici ?» Elle ne répondit pas. Elle ne le regarda même pas. « Je m'appelle Daniel. » Silence. « Je sais que tu t'appelles Elena. » Pour la première fois, quelque chose changea. Ses mains cessèrent de bouger. Ses yeux, pendant une fraction de seconde, semblèrent se fixer sur lui. Ce ne fut qu'un instant. Une lueur au fond de cet abîme. Puis, elle disparut. Elle redevint une statue. Mais Daniel l'avait vue. Elena était là, enfouie, endormie. Mais elle était là. « Elena, je vais te sortir d'ici, » murmura Daniel. « Je te le promets. » Soudain, une ombre plana sur eux. C'était le contremaître. Et derrière lui, deux des gardes armés de la porte. « Le patron veut te voir, » dit le contremaître. Sa voix était glaciale. Daniel sentit son sang se glacer. Ils l'avaient découvert. Ils l'attrapèrent par les bras, avec force. Ils l'éloignèrent d'Elena. Elle ne broncha pas. Elle continua à regarder devant elle, dans le vide. Ils l'emmenèrent à la maison principale. Ils le firent entrer dans un bureau luxueux, du cuir, de l'acajou et l'odeur du tabac cher. Assis derrière un immense bureau, se trouvait un homme d'une soixantaine d'années. Cheveux argentés, visage buriné par le soleil, yeux bleus et froids comme la glace. C'était le patriarche, Arturo de la Cruz, petit-fils d'Emiliano, père de Miguel, le dévoué
de 1981, et grand-père d'Elena. Daniel Avila, l'historien, dit Arturo de la Cruz. Sa voix était douce, mais tranchante comme de l'acier. Nous savions que tu reviendrais. Daniel ne dit rien. La peur le paralysait. Tu es persévérant, je te l'accorde. Mais tu es aussi un imbécile. Arturo se leva et s'avança vers lui. Tu t'es mêlé de choses qui ne te regardent pas. Tu as parlé à des gens à qui tu n'aurais pas dû parler. Il s'arrêta devant Daniel. Il le regarda de haut en bas. Tu pensais pouvoir venir ici et nous juger? Pour qui te prends-tu? Dieu? Ce que vous faites est une abomination, parvint à dire Daniel. Arturo sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce que nous faisons, c'est survivre. Ce que nous faisons, c'est préserver un héritage, un ordre. Cet endroit, tout ce que tu vois, existe grâce à notre sacrifice. Un sacrifice que toi, un enfant de la ville, tu ne comprendras jamais. Ce n'est pas un sacrifice. C'est un meurtre de l'âme. Appelle ça comme tu veux, dit Arturo. Il tendit la main. Donne-moi la caméra. Daniel ne bougea pas. L'un des gardes lui arracha sa chemise. Il trouva l'appareil photo. Il le tendit à Arturo. Celui-ci le regarda avec curiosité. Puis, il le laissa tomber par terre et l'écrasa avec sa botte. Le bruit du plastique qui se brisait fut celui du dernier espoir de Daniel, qui volait en éclats. « Je t'ai donné une chance de partir, » dit Arturo en retournant à son bureau. « Tu ne l'as pas saisi. Maintenant, tu vas devoir apprendre la véritable signification du mot « silence ». Les gardes le firent sortir du bureau. Ils l'emmenèrent dans un sous-sol sombre et humide. Ils le jetèrent dans une cellule. Ils fermèrent la porte en fer et ils le laissèrent dans l'obscurité la plus totale. Daniel ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des heures, des jours. Il avait perdu la notion du temps. La faim, la soif et la peur étaient ses seuls compagnons. Dans l'obscurité, son esprit lui jouait des tours. Il voyait le visage d'Elena. Il entendait le rire cynique de l'agent du MP. Il sentait le froid du mur du bureau des droits de l'homme. Il comprit la véritable nature du système. Ce n'était pas seulement de l'indifférence, c'était de la complicité. Les de la Cruz étaient un pilier trop important pour tomber. Leur richesse faisait vivre trop de gens, des politiciens, des policiers, des juges. Tous faisaient partie du pacte. Tous mangèrent le fruit de l'arbre empoisonné. Et il avait été assez naïf pour essayer de couper le mal à la racine. Un matin, la porte s'est ouverte. La lumière l'a aveuglé. Arturo de la Cruz était là. « C'est l'heure de ta livraison », a-t-il dit avec sarcasme. Daniel a pensé qu'ils allèrent le tuer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont emmené dans une voiture. Ils roulèrent pendant des heures. Ils l'abandonnèrent au milieu du désert, quelque part dans l'état de Sonora, sans eau, sans argent, sans papier d'identité. « Marche », lui dit l'un des gardes. « Et ne reviens pas à Jalisco, jamais. Si nous te revoyons, ou si ton histoire apparaît quelque part, nous te retrouverons. Et la prochaine fois, nous ne serons pas aussi hospitaliers. » La voiture s'est éloignée, soulevant un nuage de poussière. Daniel est resté seul, sous le soleil implacable du désert. Il a marché. Il a marché jusqu'à ce que ses pieds saignent, jusqu'à ce que sa gorge soit elle-même un désert. Un paysan l'a trouvé à l'article de la mort et l'a sauvé. Il lui a fallu des semaines pour se remettre. Il lui fallut des mois pour redevenir l'ombre de ce qu'il était. Javier Nolasco, le journaliste, a donné l'alerte lorsque Daniel ne s'est pas présenté. L'organisation internationale a fait pression.
Mais les autorités de Jalisco ont déclaré que Daniel Avila était parti de son plein gré, qu'il n'y avait aucune preuve de crime. L'affaire a été classée. Daniel a perdu son travail aux archives. Il a perdu son appartement. Il a perdu sa vie. La peur est devenue son ombre. Il vivait en regardant par-dessus son épaule, sursautant à chaque bruit. Les De la Cruz lui avaient tout pris, presque tout. Il lui restait sa mémoire. Il lui restait l'histoire. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Pour la raconter. Parce que Daniel m'a cherché, il m'a trouvé, et il m'a confié sa douleur, sa vérité. Il sait qu'il ne peut pas retourner au Mexique. Il vit en exil. Un fantôme de plus, grâce à la dynastie De la Cruz. L'histoire n'est pas terminée. La hacienda est toujours debout. Arturo De la Cruz est toujours le patron. Et Elena? Elena continue de travailler dans les champs d'agave, avec son regard vide, en attendant que son corps abandonne. Pendant ce temps, à Silencio, la vie continue. La prospérité coule à flot, et tout le monde garde le secret, car le silence est le prix de leur confort. Telle est la réalité de notre pays. Une réalité où des familles comme les De la Cruz peuvent agir en toute impunité, où la justice est un produit qui s'achète et se vend, où les âmes des enfants sont le carburant de la machine du pouvoir. Et le système ne se contente pas de le permettre. Il le protège. L'histoire des De la Cruz n'est pas une exception. C'est un symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde. La maladie de l'indifférence. La maladie du silence complice. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un avec le regard perdu, demandez-lui son nom. Peut-être, juste peut-être, y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur qui attend qu'on se souvienne de lui. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.